Jean-Michel Servet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur honoraire de l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève et vous publiez L'économie comportementale en question aux éditions Charles-Léopold Meyer, un livre dans lequel vous vous alarmez de la montée en puissance de ce courant depuis le début des années 2000. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est tout simplement pourquoi, qu'est-ce que vous reprochez à ce courant, en termes de méthode notamment? Alors, il existe deux types actuels de comportementalisme. Le premier se fait dans des expériences en laboratoire. On met des gens face à des ordinateurs et on leur crée des simulations et puis on regarde l'effet produit. Et l'objet, c'est d'étudier les réactions d'un individu face à un stimulus. Voilà, pour savoir comment il va épargner, comment il va, à la limite, il prend ou non ses médicaments, enfin, selon ce qui est écrit sur le prospectus. Enfin, donc, c'est des éléments de ce type. Donc, on pense à des incitations positives et négatives qui peuvent être faites à partir de ces résultats qui sont des résultats chiffrés. Ce sont les fameux nudges. Voilà. Mais le problème de ce genre d'expérience, qui remonte dans les années 1970, il y avait déjà des formes de ce type d'intervention. Le récent prix Nobel, Richard Thaler, a fondé toute sa carrière sur ces éléments-là. Le problème, c'est que quand vous êtes face à un ordinateur et que la personne face à un ordinateur, c'est notamment un étudiant du dit professeur, c'est pas véritablement le terrain. Donc il y a une En plus, ils sont rémunérés parfois. Ah oui, ils doivent l'être si vous voulez. Alors les étudiants, c'est peut-être une autre forme de rémunération, mais ils le sont aussi. Alors ça peut être des stylos, ça peut être des chopes de bière, ça peut être aussi de l'argent. Donc ça, on est dans la pureté du laboratoire, c'est l'avantage, mais ça présume, c'est une première critique qu'on peut faire, une uniformité du genre humain, si j'ose dire, puisque on présume que l'étudiant qui a 20 ans, il a dans la tête, en quelque sorte, ce que pourrait avoir quelqu'un de beaucoup plus âgé. On a le problème de gens qui sont étudiants, qui sont éduqués, qui ne sont pas issus en grande proportion des minorités ethniques, etc. Donc, face à cette limite, il y a une nouvelle école qui s'est développée, notamment au MIT, et qui a dit il faut aller, entre guillemets, sur le terrain. Et qui ont produit ce qu'on appelle des randomisations pour étudier les comportements du même type que les essais médicaux. Alors, ils mettent énormément et uniquement l'accent sur les essais médicaux. Les essais médicaux, ils sont bien connus, c'est-à-dire vous donnez un traitement à une partie d'une population, vous prenez une population similaire et puis vous lui donnez un placebo et vous regardez donc si le médicament fait effet. Alors contrairement à ce que nous disent ces randomisateurs, c'est l'expression qui est employée, ce n'est sans doute pas en médecine qu'on a fait ces premières études expérimentales. On en a déjà au 19e siècle, on en a au début du 20e siècle en matière d'éducation, en matière agricole, en matière... beaucoup de domaines ont déjà été étudiés. Mais ils se présentent sur la modernité et sur le succès des médicaments sans tenir compte des critiques qui ont été formulées, y compris par des médecins, sur les limites de ces techniques. Donc voilà, la technique, elle est la suivante. Alors, le premier problème qui se pose à moi face à une technique de ce type, c'est qu'en général, ceux qui font ce type d'études, et notamment Esther Duflo, qui est une des plus connues au MIT, bien qu'elle ait une formation normale sup en France, les études qu'ils font sont véritablement des études, je dirais, hors sol, tout en étant sur le terrain. C'est-à-dire que leur connaissance des comportements réels des populations, des contraintes culturelles, sont extrêmement limitées, parce que là aussi, ils présument qu'il y a une uniformité du genre humain, d'une certaine façon. Et là, ils reprennent, sans le dire toujours, mais enfin, un certain nombre de découvertes, entre guillemets, qui ont pu être faites par le premier type de comportementaliste, sans en étudier d'ailleurs les limites qu'on peut trouver sur ces comportements. Alors pour étayer votre argumentaire, vous déconstruisez un test d'incitation à l'épargne et de réduction de l'usage des espèces qui a été mené en Inde, dans l'état du Chhattisgarh. Est-ce que vous pouvez nous exposer rapidement cette expérience et ses limites surtout? Alors cette expérience intéresse évidemment des grands groupes financiers, puisqu'on est sur la dématérialisation de l'argent, ce type, la fin du cash, etc. Donc l'important, c'est de montrer que si vous versez une somme sur un compte, les gens vont plus épargner que si c'est du cash. Alors pour
on a un temps limité, mais je veux dire Oui. deux limites extrêmement frappantes de ce type d'études qui ont été menées en Inde. Il se trouve que j'ai vécu 2 années en Inde, donc je connais relativement cette immense Inde, mais j'ai suffisamment de réseau pour poser des questions, pour savoir comment ça se passe dans cette zone-là. Alors, on a des chercheurs qui étudient l'épargne. Et à aucun moment dans leur étude, ils envisagent que les populations, même les pauvres, épargnent en or en Inde. C'est pour les dots, et même quand il n'y a pas de dot, l'or est très important pour payer la corruption, par exemple. Donc c'est quelque chose d'essentiel, donc c'est absolument étonnant, c'est hors sol, si j'ose dire. Deuxième exemple un peu aberrant, en quelque sorte, dans cette étude, c'est qu'ils présument que si l'argent est versé sur un compte, les gens vont moins le dépenser, alors que l'épargne serait une dépense. Mais à aucun moment, ils ne supposent, ce qui joue un rôle essentiel en Inde dans les rapports sociaux, que l'argent peut être prêté. Or, je regrette infiniment, si je vous prête de l'argent avec l'idée que vous allez me le rendre, c'est une forme d'épargne. Donc voilà, c'est des petits détails, mais cumulés. Oui. Je passe aussi dans l'étude, j'ai repéré que dans les 2 articles qu'ils ont publiés, les dates de durée de l'étude ne sont pas exactement les mêmes. Pourquoi ? C'est-à-dire que c'est la même durée qui est affichée, mais les dates ne sont pas les mêmes. Et pourquoi on fait comme si c'était très très rigoureux, parce que c'est une seule période ? Parce que dans un pays tel que l'Inde, c'est un pays où il y a des saisons différentes, où les flux de revenus sont différents. Alors, dès que vous avez des différences de période qui peuvent gêner, ne serait-ce qu'un mois ou 3 semaines, vous avez des flux de revenus qui sont différents. Donc c'est tout à fait l'exemple d'une étude qui veut faire sérieux, qui veut prouver par le chiffre, alors qu'il y a beaucoup d'éléments qualitatifs dont il faut tenir compte pour comprendre comment les humains fonctionnent. Mais alors, au-delà de cette méthode, au-delà des hypothèses qui ont été écartées, vous dénoncez le fonctionnement, je vous cite, sectaire des nouveaux comportementalistes. Alors, j'en donne plusieurs exemples. Vous avez quelqu'un comme Arthur Jatteau dans sa thèse, qui j'espère sera bien publiée, qui en donne beaucoup plus d'exemples, puisque la thèse fait 500 pages, alors il y a beaucoup d'exemples de ce type. C'est un refus systématique de collaboration avec ceux qui, en quelque sorte, ne sont pas d'accord avec eux. C'est-à-dire que tous les chercheurs vous le diront, si vous leur écrivez, ils ne répondent pas. Je me souviens, Esther Duflo avait fait un article dans Libération en 2006. Moi-même, j'étais allé en Inde juste avant. Il y avait une crise du microcrédit très, très importante. Elle fait un magnifique article. Et je lui signale que sa proposition qu'elle fait d'enregistrer les prêts dans des crédits de bureau est un peu irréaliste en Inde, quand vous avez dans les zones rurales 70% de prêts qui sont usuraires. On les imagine. Sa réponse a été « Je refuse de discuter avec vous. » Voilà, avec moi. Donc, c'est parce qu'elle n'avait pas les résultats complets. Donc il y a de multiples exemples. Tous les chercheurs qui ont essayé de poser des questions, c'est un refus. Récemment, à l'Assemblée nationale, il y a eu le printemps de l'évaluation, n'étaient présents, je dirais grosso modo, que des gens qui étaient favorables sur la tribune. Donc c'est un problème. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que tous ceux qui font des études qualitatives, c'est-à-dire qui posent une question, c'est « mais pourquoi on a ces résultats-là » C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire j'ai tel résultat, positif ou négatif. Il faut se dire mais pourquoi ? Quel est le processus ? À ce moment-là, on apparaît à leurs yeux comme étant non scientifique. Donc c'est la cause. Donc ils sont, j'emploie le terme secte, je suis aussi un historien de la pensée, et donc les physiocrates, on disait qu'ils étaient une secte au XVIIIe siècle. Donc Voltaire les a critiqués pour cette raison, etc. Donc c'est en référence en quelque sorte à une autre école de pensée qui est celle des physiocrates, que je me suis amusé à parler de secte, c'est-à-dire de groupes autocentrés voilà. Bon, en tout cas, votre livre, il détonne. Merci beaucoup, Jean-Michel Servet, d'être venu nous le présenter. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie justement à votre livre, dont je rappelle le titre, L'économie comportementale en question. Merci beaucoup. Merci beaucoup.